Bienvenue dans la semaine dans le monde sur France 24. On fait le tour des grandes unes de l'info de la semaine avec nos éditorialistes. J'ai la chance, le plaisir d'avoir à mes côtés Patricia Lémonière. Bonsoir Patricia, grand reporter. Merci d'être à nouveau avec nous. Également Ziad Limam est avec nous. Bonsoir Ziad, directeur du mensuel Afrique Magazine. Et on voit bien que cet Afrique Magazine, eh bien, c'est le dernier de l'année puisqu'il ouvre sur 2022 et c'est l'année sur le fil. Évidemment, c'est assez concordant avec ce qui se passe avec Omicron. Exactement. Pas très optimiste au sein de la rédaction. Bon, après, on peut traverser. On peut aller on peut traverser sur un fil. Mais chacun son chemin. Voilà. Ça. Par Skype, Jean-Christophe Ploquin est avec nous. Jean-Christophe, bonsoir. Rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix. Et puis Laure Simoes est bien sûr avec nous, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Bonsoir Laure. Bonsoir à toutes et à tous. Et on va démarrer avec le Mali. Il n'y a plus un seul soldat français dans le nord du Mali. La force Barkhane s'est retirée de Kidal, de Tessalit et de Tombouctou. Et c'est bien sûr un retrait symbolique. On se souvient des scènes de liesse qui avaient accompagné l'entrée des blindés français dans la ville de Tombouctou. François Hollande avait dit à l'époque avoir vécu le moment politique le plus important de sa vie. Vous voyez ces images. Eh bien, 9 ans plus tard, on peut dire que le sentiment vis-à-vis de l'armée française est mitigé. Emmanuel Macron se rend au Mali la semaine prochaine. Une rencontre est prévue lundi avec le président de la transition malien, le colonel Assimi Goïta. Le président français va célébrer ensuite Noël avec des soldats français stationnés à Gao, ce qu'il avait déjà fait d'ailleurs. Avant d'entamer la discussion avec nos éditorialistes, je vous propose d'écouter quelques réactions à Bamako. L'abandon selon nous. En 8 ans de présence au Mali, l'armée française n'a rien foutu, il faut le dire. Je dirais une décennie de pertes pour la nation malienne. L'armée malienne ne pourra pas protéger toute la population malienne. Seuls, ils ne pourront pas le faire. Chaque fois, il y a des attaques. Ils sont là, ils sont en train de nous soutenir, ils sont en train de nous aider. Mais à chaque fois, il y a des attaques mutuelles. Bon, on ne peut pas comprendre certaines puissances mondiales. Ziad, avant de revenir au sentiment justement des Maliens aujourd'hui, d'abord ce retrait du nord du Mali de la force française, il est très symbolique. Il est symbolique d'un échec militaire qui est celui du contrôle du territoire. Et il est annonciateur d'une stratégie un petit peu différente qui est de se remettre sur des bases, je pense, plus protégées pour l'armée française et d'agir avec une force plus rapide, avec des moyens différents, avec de l'intelligence, avec des commandos, etc. Mais l'idée, c'est de ne plus avoir de troupes au nord de cette ligne. Je pense... Pourquoi ce serait symbolique, Ziad? Moi, je pensais justement que Tombouctou a été occupé par les djihadistes pendant 11 mois. Et en ça, c'est tout de même un symbole fort. Parce qu'on se souvient de cette période. Mais on n'a pas réussi à sécuriser. On n'a pas réussi à sécuriser Kidal. On n'arrive pas à sécuriser cet immense territoire. Comme le disent certaines des interviews, il y a un procès qui est fait à la France, qu'elle n'a rien fait, qu'elle n'a rien foutu, comme a dit un des interviewés, ce qui est un procès qui est quand même très politique, parce qu'en réalité, s'il n'y avait pas eu d'intervention française, je pense qu'on aurait eu un vrai problème Mali sur les bras. Donc voilà, donc il y a un redéploiement de l'opération Barkhane. Il y a, je pense, un changement de stratégie qui consiste à dire l'objectif n'est plus de contrôler ces immenses territoires, l'objectif est de soutenir autant que faire se peut l'armée malienne, mais pas que, parce qu'on peut parler du Niger, du Burkina, etc., et d'avoir des moyens rapides d'action qui relèvent presque de l'antiterrorisme. Il y a vraiment un changement de truc. On va passer à 3000 hommes, hein, c'est ça, en 2023, au lieu de 5100 aujourd'hui. Et le sous-texte de tout ça aussi, c'est... puisque la France pose un problème en intervenant massivement, il faut qu'il y ait une montée en puissance, mais ça on en parle depuis 2010, il faut qu'il y ait une montée en puissance institutionnelle et militaire des États de la ligne de front, soutenue par les États qui sont aussi juste derrière, qui sont les États côtiers, pour avoir une réponse africaine plus cohérente. Ça, c'est en tous les cas dont la dissuasion serait beaucoup plus forte. Après, il y a le troisième point, et je laisse la parole. Il y a clairement, dans cette visite, il y a la question des élections, il y a la question, je pense aussi, de la négociation. C'est toute une partie de la visite d'Emmanuel Macron la semaine prochaine. On va y revenir, bien sûr. Il y a la question de la date éventuelle des élections, et puis je pense aussi que dans toute cette classe politique, au Mali en particulier, mais pas que,
la tentation de négocier avec les mouvements djihadistes, de trouver un nouvel accord qui permettrait de sortir par une discussion plutôt que par des opérations militaires. Patricia, mais quand on voit effectivement l'arrivée triomphale de l'armée française il y a 9 ans, pardon d'y revenir, mais c'est vrai qu'on s'en souvient tous, et puis aujourd'hui on voit ce sentiment anti-français qui peut régner au Mali, on se demande pourquoi la présence française donc, ne correspond plus aux besoins de la population, c'est ce que ça veut dire? La présence française, elle a fait le job avec Serval. En un an, elle a bloqué la descente des djihadistes, en particulier dans des zones comme Sévaré, qui sont aujourd'hui des zones de fort potentiel à conflit. Il y a des tas d'attaques, c'est permanent. Moi, j'étais allée à Sévaré, c'est là où les djihadistes étaient descendus, où ils avaient été bloqués, il y avait des combats très forts, etc. Donc la France avait fait son job. Mais après, ce qui se passe, ça prouve l'impuissance, effectivement, de la maîtrise d'un territoire. Et les interviews étaient très intéressantes, parce qu'il y avait le monsieur qui disait « la France n'a rien foutu ». Qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait avec la France du développement des routes, le retour du pouvoir, le retour des juges. Maintenant, qui rend la justice dans cette partie centrale du Mali et au nord du Mali? Eh bien, c'est des juges islamistes, djihadistes, enfin, qui ont le blanc-seing des djihadistes pour rendre la justice, parce qu'il n'y a plus de juges de l'État. Alors, il n'y a plus cette, j'ai envie de dire, ce corset structurel de l'État. Et puis, il n'y a plus de sécurité, on le voit très bien. Là encore, il y a quelques jours, un bus attaqué, 30 morts. Alors que la France donc, ne sert pas au développement et ne sert pas à la sécurité. Attaque à main armée, enlèvement, assassinat, voilà ce donc, que je dis moi. Hein, le bilan, si vous voulez... de banditisme. Voilà. Alors après, les groupes hostiles à la France, et il en existe sur un plan politique, eh bien, c'est un terrain facile pour eux, parce qu'ils peuvent alimenter ce sentiment, qui se double effectivement de l'idée que la France, c'est le pays qui a colonisé le Mali. Donc, il y a une imbrication entre cet échec de développement, cet échec sécuritaire, et qui était annoncé en quelque sorte, et puis le fait que la France soit l'ancienne puissance coloniale. Jean-Christophe, quel est le bilan pour vous de cette lutte justement du terrorisme, contre le terrorisme au Sahel? Il y a un bilan de leaders terroristes présentés comme tels, mais qui sont effectivement des chefs terroristes. Il y en a eu un certain nombre qui ont été tués par les forces françaises depuis le début de Serval et ensuite de Barkhane. La lutte antiterroriste, en tout cas pour les objectifs français, elle est plutôt efficace. Malheureusement, elle n'empêche pas que le terrorisme se développe sur le terrain au Sahel. Et donc aujourd'hui, je pense qu'à Paris, il y a vraiment un constat au plus haut sommet de l'État, effectivement, que cette opération Barkhane ne parviendra pas finalement à juguler d'une part le terrorisme dans la durée et ne parviendra pas non plus à finalement établir un régime je dirais démocratique. Enfin, il n'y a jamais eu en tant que tel un objectif de regime change, mais en même temps de stabilisation de la démocratie, oui, dans une perspective d'ailleurs aussi régionale de permettre à l'Afrique de l'Ouest de se stabiliser. Et donc, il me semble qu'on est dans une période où, à l'Élysée, il y a très clairement effectivement le souhait de réduire l'empreinte française au Sahel, de faire qu'on voit moins les Français au Sahel, en tout cas les soldats français, de se concentrer sur la lutte antiterroriste et dans une perspective régionale, c'est-à-dire c'est aussi essayer d'éviter que le terrorisme se répande dans les pays voisins, de surveillance aussi du sud de la Libye et de cette immense ère dans laquelle les terroristes peuvent, ou les groupes armés peuvent se développer. Je pense qu'il y a vraiment aussi l'idée que s'en aller, parce que je pense que la question de s'en aller, elle a été posée, et sans doute qu'elle se posera encore dans les prochains mois ou les prochaines années, mais pour le moment, le choix est fait de ne pas s'en aller, parce qu'il s'agit aussi d'éviter finalement que d'autres pays de la région soit finalement déstabilisés ou encore plus fortement déstabilisés. Ils le sont déjà. On n'a plus beaucoup de temps, mais juste un mot, Ziad, sur justement cette rencontre d'Emmanuel Macron donc, avec le président de la transition malien lundi prochain. Emmanuel Macron qui va passer Noël aussi avec les soldats français stationnés à Gao. Ça aussi, donc ça veut dire que la France reste quelque part. Les relations sont très tendues. Ça peut déboucher sur quoi véritablement ?
Parce qu'on parle beaucoup des mercenaires russes, des négociations entre le Mali et ces mercenaires. On sait que ça fait partie des tensions entre le Mali et la France. Les mercenaires russes ne peuvent pas faire vivre l'État du Mali. C'est-à-dire que dans la rencontre entre Goïta et Macron, il y a une nécessité, cette nécessité fait loi. C'est-à-dire les Maliens ont besoin d'un appui français malgré tout. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent politiquement, mais dans la réalité, c'est que s'il n'y a pas des troupes sur le sol, s'il n'y a pas d'encadrement, s'il n'y a pas de l'aide, s'il n'y a pas le soutien de la communauté internationale, c'est à court terme. Et les Français ont besoin de l'engagement de la junte à rentrer dans le processus institutionnel et revenir à une situation politique, je vais dire, normale. Donc, ils n'ont pas le choix, ils ne vont pas aimer la photo et l'un et l'autre qui va sortir de ça. On en parlait juste avant l'émission. Mais la photo sera si photo il y a, parce qu'elle représente la réalité, la photo. Oui. Ils ne vont pas aimer la photo que ça va donner, mais c'est quand même, dans la relation d'État à État, c'est un peu incontournable. Après, la visite, c'est la semaine prochaine. Il peut se passer plein de choses entre samedi et dimanche. Ce qui est sûr, c'est qu'il ira voir les troupes. Le reste, on verra. Les dessinateurs, Laure, comment ont-ils croqué ce retrait des forces françaises du Nord Mali ? Je vais vous montrer tout ça. On va commencer avec un premier dessin du dessinateur français Pacman, que j'espère vous voyez à l'écran. Barkhane quitte Tombouctou. Alors, on l'a dit, pour se déployer un peu autrement dans le golfe de Guinée surtout, mais faut-il comprendre quand même par ce dessin que c'est un certain sentiment d'échec ? Il faut un peu croire que oui. On dirait que la France se cache un petit peu sous son char. Un deuxième dessin du dessinateur tanzanien Mehdi. Intéressant. Un retrait à des fins électorales, c'est un peu la question qu'il pose. Bon, c'est sans doute un peu plus complexe que ça, mais c'est toujours intéressant de montrer une certaine perception de la situation vue d'Afrique par ce dessinateur tanzanien Mehdi, qui travaille aussi beaucoup, qui collabore beaucoup avec RFI. Et puis ce sacré dessin du dessinateur algérien Landalou, je le trouve incroyable parce que d'abord il y a un traitement graphique et un travail sur la lumière extraordinaire. Et donc pendant que les forces françaises quittent le terrain, eh bien d'autres forces semblent se préparer à l'horizon. Vous les aurez reconnus, c'est Poutine et puis ces fameux mercenaires russes de Wagner qui se frottent les mains. Il est incroyable ce dessin. Et puis pour terminer, un dessin de Kishka, dessinateur israélien, amer, qui met en avant le constat tout aussi amer que les interventions militaires occidentales sur les territoires djihadistes. Elles n'ont pas fondamentalement changé la donne. Fin de l'opération Barkhane. Je commençais à m'y habituer. Ils avaient commencé à prendre goût aux morpions en attendant que la France quitte le terrain pour reprendre du terrain. Allez, autre une cette semaine. La Tunisie, bien sûr, avec il y a 11 ans, on se souvient que Mohamed Bouazizi, un jeune vendeur ambulant, s'immolait à Sidi Bouzid pour dénoncer les humiliations administratives. Son geste entraînera la révolution à l'origine du départ de Ben Ali. Des rassemblements ont eu lieu à Tunis ce vendredi, mais l'anniversaire n'est pas festif. Kais Saïed a prolongé le gel du Parlement. Il a annoncé un référendum et des élections législatives en décembre 2022. La Tunisie est toujours gouvernée donc par un seul homme. On écoute un extrait de son discours, discours de la nation de Kais Saïed, et puis quelques réactions de Tunisiens. Le Parlement reste suspendu ou gelé jusqu'à la date de l'organisation de nouvelles élections. J'annonce l'organisation d'élections législatives, si Dieu le veut, conformément à la nouvelle loi électorale, le 17 décembre 2022. Nous avons exigé le changement du système électoral. Ce n'est pas seulement sa décision, c'est une demande populaire avant tout. Il n'a pas pris ses décisions tout seul. Le peuple est descendu dans la rue le 25 juillet pour demander l'abolition de tout le système, la dissolution du Parlement et ensuite le changement de la loi électorale. Je me suis concentré sur le fait qu'il y aura des élections le 17 décembre 2022. Je pense que c'est trop loin. Il est en train de gagner du temps. Il veut faire ce qu'il a en tête. C'est une manière aussi de rassurer le Fonds monétaire international.
Bon, Ziad, à quoi assiste-t-on? Une dérive autoritaire de Kais Saïed? Bon, dérive, le positionnement autoritaire, c'est depuis le 25 juillet. Donc là, c'est clair, il a pris les principaux instruments du pouvoir. Ce qui manquait, c'était la traduction dans les faits, dans le discours d'un plan pour sortir de la période où il n'y avait pas de plan. Il y avait une prise du pouvoir. Là, il y a un plan. Alors, il y a un plan Kais Saïed. Il y a un plan Kais Saïed avec des dates très symboliques, consultation constitutionnelle via électronique et via des espèces de cahiers des assemblées. Il y a les élections, donc la réforme de la Constitution, il y a les élections, mais ce qui reste, il y a deux choses qui sont un peu problématiques. La première, c'est que ça reste quand même l'œuvre d'un homme seul, et que moi, je suis intimement persuadé que la société tunisienne a beaucoup changé depuis 2010. Elle avait déjà changé avant la chute de Ben Ali, et que c'est une société qui est fondamentalement pluraliste. Après, qu'on aime le pluralisme à la tunisienne avec une part d'islamistes, pas d'islamistes, de gens très à gauche, de séculiers, tout ça, mais c'est la réalité de la société tunisienne, et je ne vois pas comment on peut sortir un compromis de cette société par une voie très, en tous les cas, très centralisatrice. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont un problème à court terme qui est le problème économique. On ne peut pas faire l'impasse complète sur la situation économique du pays en disant tout n'est que politique. Donc les deux sont imbriqués. C'est pour ça que je pense aussi qu'on n'est pas au bout des annonces. On n'est pas au bout du processus lui-même. Là, ce qu'on a, c'est ce que je veux, moi, président Kais Saïed. Mais c'est pour réformer la Constitution. Et puis, c'est ce qu'il avait annoncé, c'est-à-dire un régime un peu à la fois présidentiel en haut, mais dont la souveraineté émerge du peuple. Ça, c'est ce qu'il veut. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va être obligé à un moment de discuter avec les autres composantes de la société tunisienne? Est-ce qu'il va être obligé de discuter avec le syndicat? Est-ce qu'il va Pour l'instant, il l'a fait sans discussion, en tout cas, y compris ce discours que personne n'attendait. Parce qu'il trace sa route. Combien de temps il va pouvoir la tracer comme ça, tout seul? C'est la question. Patricia, alors est-ce que c'est la fin de la révolution en Tunisie? Ziad a l'air de dire non du côté de la société. C'est un échec, cette révolution, finalement. C'est la fin d'une forme de révolution. Mais le peuple a toujours, on le voit très bien, il y a toujours des attentes incroyables. Il y a des gens qui prennent des positions aujourd'hui, il y a des gens qui manifestent, même s'ils sont peu nombreux dans tous les sens. Il y a des gens qui critiquent, on voit le puissant syndicat qui a pris position encore. Donc il y a encore des forces vives dans ce pays qui parlent. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on a affaire effectivement à un homme qui gouverne en solitaire. Je crois qu'il a complètement conçu ce que serait la future constitution. Il a dans la tête, il ne faut pas oublier que c'est un homme de loi. Et il revient sur la constitution, pardon de le rappeler, de 2014, qui était la constitution issue de la Révolution. Voilà. Celle-ci, à mon avis, il a conçu dans sa tête un projet. Alors on va voir comment tout ça va tomber en adéquation avec les attentes de ces petites assemblées constituantes dans les petits villages, la consultation qu'il veut par Internet. On va voir comment tout ça va s'imbriquer. Mais au-delà de tout ça, le vrai problème, c'est le problème économique. C'est-à-dire ceux qui veulent lui prêter de l'argent, aussi bien l'Algérie, on a vu qu'ils veulent à son secours. 266 millions de prêts, je crois, enfin près de 300 millions d'euros de prêts. C'est pas avec ça qu'on ira... Mais il attend beaucoup. C'est mieux que rien. On va pas aller très loin avec 200 millions d'euros. Ce qu'il attend beaucoup, c'est le FMI, effectivement. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'il a annoncé ce fameux plan pour faire plaisir, en quelque sorte. Parce que la population, c'est là le problème. C'est qu'on a aujourd'hui une inflation qui se déroule, les chiffres sont vertigineux, on a une croissance à zéro, on a une monnaie qui est complètement dévaluée par rapport, qui a perdu encore 8% de sa valeur. Et surtout, on a la matière grise du pays qui part. Moi, j'ai découvert qu'il y avait 3000 médecins qui étaient partis là. Il y a des départs de Tunisie. Il y a toute l'élite des ingénieurs dont ce pays a besoin pour redresser le pays. Plus de 50 000 qui partent. Et il y a beaucoup de gens qui ont justement cette classe moyenne dont la Tunisie a besoin pour redresser le pays, qui s'en va. Et c'est là le vrai problème. Donc le problème, au-delà du politique, est économique. Jean-Christophe, c'est vrai que la crise est aussi économique. Elle est surendettée en plus, la Tunisie. Elle tente de renouer le contact avec le FMI. Mais à quel prix? Parce qu'effectivement, il s'agit déjà soit de plus payer les salaires des fonctionnaires, ou en tout cas les baisser largement. Est-ce qu'elle peut y parvenir, la Tunisie? Kais Saïed peut-il effectivement réformer son pays? Pour l'instant, il n'y a pas eu justement de mesures prises depuis qu'il est au pouvoir.
Oui, et il faut souligner quand même qu'avant même qu'il arrive au pouvoir, la situation était quand même très, très instable économiquement et que les gouvernements précédents, y compris d'ailleurs au temps de M. Caïd Essebsi, la Tunisie n'a jamais véritablement réussi à décoller depuis la Révolution. Il y avait à la fois l'instabilité interne, il y avait aussi peut-être des relais qui ont manqué à l'échelon international. Il y a le Covid aussi qui a perturbé beaucoup les relations, perturbé le tourisme. Donc effectivement, ce pays est en grande difficulté économique et sociale. Moi, je suis très attentif à ce que peut dire ou à ce que dira l'UGTT, effectivement, la centrale syndicale qui a joué un rôle clé justement au moment de la Révolution, qui a joué un rôle clé aussi au moment de la constituante et de la formulation de l'actuelle constitution, qui a vraiment joué un rôle très important pour tenir un peu le tissu social et réunir différents acteurs sociaux et économiques et politiques. Voilà, donc j'ai vu que Noureddine Taboubi, donc le président de l'UGTT, a été très prudent dans la réaction donc à la prise de position de Kais Saied lundi. Il a dit que c'était dépourvu de vision pour les orientations économiques et sociales. Donc voilà, pas très optimiste. L'UGTT va jouer un grand rôle dans les prochains mois. L'UGTT non consulté encore une fois par Kais Saied. Ziad, l'avenir alors de ce pays. Vous disiez la révolution est finie. En fait, la révolution continue. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'on a clos le chapitre des 10 ans qui était le chapitre du consensus. On va gouverner par consensus avec les islamistes, les non-islamistes, etc. On va trouver, c'est le parlementarisme super Troisième République qui a donné un résultat économique catastrophique, sachant que la Tunisie n'est pas un grand pays. Ça pourrait fonctionner de manière assez efficace et très très vite. C'est à 3 heures de Marseille, 3 heures de Gênes, 3 heures de Rome. C'est une économie extravertie, il y a des talents, etc. Donc ça, on est sorti de là. Donc on est maintenant dans la discussion la plus violente qui est quand on est sorti de ce consensus qui a tenu le pays pendant 10 ans, il y a quelqu'un qui dit « Moi, j'ai une proposition qui est très radicale, c'est la souveraineté populaire, c'est le retour, en fait. C'est le retour aux racines de la Révolution, c'est le pouvoir au peuple. » Mais organisé par un seul homme. Oui, par un seul homme. Eh ben, c'est souvent le césarisme, enfin, il y a toujours un peu ça. Et puis, il y a une société politique qui dit « Non, il faut redéfinir un pacte social. » Mais donc, du coup, ça veut dire qu'on est encore... Quand on est sorti du bénalisme et quand on est sorti de l'autoritarisme, du bourguibo-bénalisme, c'est ça la réalité, eh ben, c'est très difficile de reconstruire un pacte social dans ces pays, un pacte social et politique sur lequel les gens s'entendent. C'est-à-dire on met beaucoup de temps, et c'est le cas par exemple de la Libye qui a disparu. Enfin, voilà, et la reconstruction de la Libye. Donc la révolution continue. Le débat sur quelle Tunisie doit-on construire et quel avenir pour la Tunisie. Bon, qu'en disent les dessinateurs, Laure? Ils en disent que c'est pas facile de décrypter la situation en ce moment en Tunisie. On a ce premier dessin de Martin Woltering, dessinateur des Pays-Bas, qui pose un portrait comme ça, avec une cape de Superman quand même, de ce super président. Alors d'un côté, c'est référendum, consultation populaire, calendrier électoral, puis de l'autre, c'est gel du Parlement, plein pouvoir, autorisme d'État. On voit un petit peu, c'est un petit peu ce que représente aussi l'arme comme image dure. Donc, va-t-on comprendre, comme on dit. Et puis, ce dernier dessin du dessinateur Mehdi de Tanzanie, hein, on l'a dit, alors que la Tunisie, elle célèbre aujourd'hui sa révolution, mais on est quand même en droit de craindre pour cette jeune démocratie qui promettait beaucoup et qui est en plus très divisée, parce qu'il y a les manifestants pro-Sayed, les anti-Sayed. De toute façon, un président qui décide tout seul, c'est jamais très bon. Et les manifestants qui essaient tant bien que mal de faire jouer la démocratie risquent d'être déçus parce que manifestement, il a une grande faim, un grand appétit, le monsieur. Autre une, avec ce voyage d'Emmanuel Macron en Hongrie. C'était en tout début de semaine. Il a rencontré Viktor Orban lundi. Cette visite avait pour objet de préparer la présidence française de l'Union européenne qui débute, vous le savez, au mois de janvier. Le président français a aussi rencontré les opposants du Premier ministre nationaliste. Comme la Pologne, la Hongrie a adopté plusieurs lois contestées à Bruxelles, notamment un texte interdisant la représentation de l'homosexualité auprès des moins de 18 ans. Comme Varsovie, la Hongrie conteste la suprématie du
droit européen sur le droit national. Bref, la Commission, vous le savez, a lancé plusieurs procédures à l'encontre de ces deux pays pour atteinte à l'état de droit, pour atteinte aux valeurs de l'Union européenne et en particulier un mécanisme de conditionnalité des aides européennes qui bloque le versement des subventions à la relance. On va écouter un extrait de la conférence de presse justement d'Emmanuel Macron et de Viktor Orban. C'était lundi, on en discute ensuite. Nous avons des désaccords politiques qui sont connus, mais nous avons la volonté de travailler ensemble pour cette Europe et d'être des partenaires loyaux. À ce titre, nous aurons d'abord des discussions sur ce qui fait cette souveraineté de l'Europe indispensable. L'Europe de la défense, des capacités communes, une Europe de l'industrie de défense, du spatial, dans lequel nous nous sommes engagés ensemble, une Europe qui décide d'investir dans les technologies, une Europe souveraine en matière énergétique également, et nous aurons l'occasion d'évoquer la stratégie en matière énergétique pour à la fois décarboner nos économies, mais préserver cette souveraineté et moins dépendre, en particulier de l'importation de gaz. Comme la France est la patrie des encyclopédistes et que leurs définitions sont les meilleures, nous les acceptons généralement, y compris la dernière que nous avons pu entendre de la part du président. Nous sommes à la fois des adversaires politiques et des partenaires européens. Patricia, Viktor Orban, adversaire ou politique ou partenaire, pardon. Eh bien, je crois que dans la pure tradition de notre président, c'est le en même temps, en fait. C'est-à-dire que l'europhile qui est Emmanuel Macron, qui est pour plus d'intégration en Europe, a trouvé chez Viktor Orban, eh bien, dans l'europhobe, en théorie, quelqu'un avec qui s'entendre parce qu'il en a besoin dans la mesure où il va prendre la présidence de l'Union européenne. Il ne veut pas que Viktor Orban agisse et bloque les réformes que veut faire Emmanuel Macron, en particulier sur un côté économique et monétaire. Il ne veut pas que sur le SMIC, en quelque sorte, européen, sur ce salaire minimum, il ne veut pas que Viktor Orban puisse bloquer, parce que, vous savez, là, pour voter ces mesures-là, il faut l'unanimité. Donc, il ménage, en quelque sorte, Viktor Orban. Il a changé de discours. Et puis, pour s'attacher quand même, pour ne pas être totalement critiqué, parce qu'il pourrait l'être, eh bien, il invite toute l'opposition hongroise à l'ambassade de France le soir, parce que, ma foi, il renvoie la balle à Viktor Orban, qui avait reçu Marine Le Pen et Éric Zemmour juste quelques temps auparavant, donc il renvoie la balle. Mais en tout cas, c'est possible, donc finalement, d'être ça me semble possible pour l'instant. Un partenaire et un adversaire de la France, d'Emmanuel Macron, Ziad, pour Orban, qui est tout de même effectivement mis sur la sellette en Europe, on sait pourquoi. Non, mais ils ont des points d'accord. Ouais. Sur, par exemple, pour les politiques migratoires, on n'est pas très loin non, mais, pas migratoire, je dirais. Non, mais de la défense oui, non. Et puis le fait de contrôler les flux migratoires vers l'Europe. Tout le monde sait très bien que c'est un sujet qui, en France, fonctionne très bien aussi. Je veux dire, de dire que l'Europe forteresse, ça passe bien à Paris aussi. Après, c'est vrai qu'effectivement, on se souvient de cette image de Marine Le Pen allant voir les phrases élégantes sur l'indépendance nucléaire, l'indépendance énergétique. Et donc, le recours au nucléaire, c'est aussi quelque chose qui est relativement partagé. Donc, je pense que chez Macron, c'est toujours un peu... C'est un personnage quand même assez étonnant, parce qu'il y a beaucoup de pragmatisme. Il y a beaucoup de doing business. Il faut bien que je fasse... Il faut que je fasse avec ce que j'ai entre les mains. Et je pense aussi que d'envoyer ce signal juste avant d'être officiellement... j'aime pas beaucoup cette idée de présidence européenne qui est quand même pas non plus. On n'appuie pas sur des boutons et on devient président européen, mais de montrer qu'il va aux difficultés en premier, presque, avant d'aller en Allemagne ou d'aller chez. Voilà, c'est. Le dernier pays européen qu'il visite. Oui, mais et en même temps, est-ce que ça se fait pas au détriment des droits humains? Ça tombe juste avant le passage. Ça tombe juste avant la transition, ça tombe juste avant qu'ils deviennent. Moi, je trouve que voilà. Et puis, tout le monde le sait, on est bien obligé de discuter avec les Polonais, les Hongrois, on le sait. Ils ne vont pas partir. Il faudra bien libérer cet argent. Il faudra bien libérer ces dizaines de milliards d'euros d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, on trouvera un accord. Comme d'habitude en Europe, on trouvera une solution et un accord. Mais il a dit après avril, pas jusqu'en avril, on ne débloque pas l'argent.
C'est ça, c'est-à-dire que l'argent n'est toujours pas débloqué, Jean-Christophe, parce qu'il faut rappeler qu'il y a plusieurs procédures contre la Hongrie, notamment parce qu'il y a atteinte à l'état de droit, et puis également pour sa loi homophobe en Hongrie, et notamment donc ce mécanisme de conditionnalité des aides européennes. Donc pour l'instant, elles sont bloquées. Il y a 7,2 milliards d'euros de subventions normalement pour la Hongrie. Pour l'instant, elles restent bloquées, Jean-Christophe, ce qui veut dire qu'on est quand même toujours en train de négocier avec les Hongrois. Oui, moi ce qui me paraît, c'est qu'il y a plus de politique en Europe qu'il y en avait avant. C'est-à-dire, si on se retourne au temps de Charles de Gaulle, au temps de Pompidou, de Giscard, finalement, l'Europe, c'était des négociations entre les États. Et je te donne un peu de politique agricole commune et tu me donnes un peu de marché unique. Et on était sur des sujets assez régaliens. Et voilà, parfois on s'affrontait. Il y avait la politique de la chaise vide de Gaulle. Mais en tout cas, c'était sur des conversations entre États et entre gouvernements. Et ce qui est arrivé en Europe, et notamment depuis l'élection au suffrage universel du Parlement européen, c'est qu'on fait davantage de la politique. Et Macron, il a accéléré là-dessus. Il a vraiment, ce qu'il a fait en France, où il a fait exploser le paysage politique français, il n'avait pas les moyens de faire pareil au niveau européen, mais en tout cas, il a voulu mettre davantage de politique dans les enjeux européens. Et donc, effectivement, il a d'emblée finalement considéré que Orban était un adversaire politique qui était peut-être à 1000 km de Paris, mais en tout cas, c'était une sorte de vis-à-vis avec lequel il y avait des enjeux et c'était une façon aussi de se situer, lui, Macron, sur l'aspect politique. Donc, c'est ça qui est assez intéressant et c'est pour ça qu'on retrouve effectivement cette formule sur laquelle aussi bien Orban que Macron se sont mis d'accord. On est des adversaires politiques, mais on est des partenaires européens parce que quand on revient à la négociation entre États, ben là, il faut effectivement trouver comment s'entendre. Mais ça veut dire que sur les valeurs, c'est pas ça qu'on met en premier en avant, très bien Patricia. Dit, dans sa conférence de presse, il a dit, le président Macron a dit, on en a discuté, mais on met de côté pour l'instant. On met de côté les valeurs pour l'instant, alors qu'il y a plusieurs procédures contre la Hongrie. On parle entre nous, mais on met de côté parce que c'est un sujet d'affrontement où on ne pourra pas avancer. Et lui, il veut que sa présidence avance au moins jusqu'aux élections. Et on va voir, en plus, il y a les élections en avril en Hongrie. Donc, en France et en Hongrie. Donc, les deux hommes ont intérêt, si vous voulez, je crois, à ce qu'il n'y ait pas trop de blocage en Europe. Ça pourrait leur nuire à tous les deux. Laure. Oui, on a ce premier dessin de Chonu pour Ouest France qui est très bien vu sur cette rencontre au sommet entre adversaires politiques et partenaires européens. On l'a répété. Monsieur le Président de la France, non de l'Europe, répond Macron, qui arrive en mode quand même déminage. Il vient déminer le terrain un petit peu. C'est aussi la rencontre entre deux égaux, très probablement. Ce deuxième dessin du dessinateur brésilien Amorim aussi que j'aime beaucoup parce qu'on voit que quand même il se donne du mal pour tenter de colmater les brèches, de maintenir à tout prix l'unité européenne sur le socle commun de l'état de droit, ce fameux état de droit que la Hongrie et la Pologne, pour lesquels ils nous donnent du fil à retordre en ce moment. Et puis pour terminer, un extraordinaire dessin du grand dessinateur portugais Antonio qui résume très bien l'inadéquation entre la politique d'Orban et puis les valeurs de l'Union européenne, notamment sur la question des droits LGBT. Voilà, c'est un petit portrait d'Ursula von der Leyen qui a manifestement beaucoup de travail à faire encore pour dresser l'animal. Oui, on sent qu'il n'est pas dressé du tout sur ce dessin. Ouais. Alors, on va parler politique française. 4 mois, nous sommes à 4 mois effectivement de l'élection présidentielle en France. 4,2 millions de Français ont suivi l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1 et LCI. Interrogé Emmanuel Macron par 2 journalistes, 2 heures d'entretien enregistrées par le président de la République intitulé « Où va la France ?» Emmanuel Macron est revenu sur plusieurs moments qui ont marqué son quinquennat, sa vision de l'avenir et une potentielle candidature à l'élection présidentielle. On va écouter en tout cas des réactions politiques à cette interview. Ce n'est pas ma conception de la démocratie. Donc je demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel de rétablir l'égalité des temps de parole et le fair-play démocratique dans cette élection. Sur le fond, j'ai regretté que Emmanuel Macron parle surtout de lui et assez peu de la France. Une espèce de numéro de narcissisme assez marqué.
de nombrilisme même. Moi, je vous avoue que ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Je pense que cette opération de communication, d'abord, elle pose un problème de démocratie et d'équilibre entre les différentes forces politiques. Et franchement, je n'ai pas été du tout convaincue. Convaincue par quelqu'un qui essaye de dire « je suis un être humain et j'ai mes défauts et je peux les reconnaître », mais qui quand même, sur sa politique, a mené une politique d'une violence inouïe. Je crois que personne n'oubliera les Gilets jaunes et la façon dont il a mal géré cette crise des Gilets jaunes. Ziad, alors c'était un président candidat ? Oh ben oui. Bah après, longue interview. Oui, après moi je pensé pense qu'au-delà au-delà des critiques normales de l'opposition et du fait que est-ce que c'est dans le temps de parole, je veux dire, on pourrait compter les 47 débats républicains aussi. Enfin, je veux dire, bon, ça c'est le flux des choses de la politique politicienne. Moi, ce qui m'intrigue, c'est d'abord le format. Je trouve que ceux qui ont réfléchi à ça, je ne suis pas sûr que plus de 2 heures de discussion au coin du feu avec le président, ça soit vraiment très efficace. Préenregistré en plus. Préenregistré, et on cherche à savoir. Enfin, je sais que les gens qui s'intéressent beaucoup aux affaires françaises cherchent à savoir pourquoi ça a été préenregistré, pourquoi après tout c'était pas un direct, pourquoi c'est là. Et puis surtout, finalement, à part le fait de dire je vous ai compris, je me suis un peu trompé, je vais changer, ce qu'avait fait Sarkozy exactement à la même période de sa mandature, il n'y a pas une véritable annonce, il n'y a pas quelque chose qui nous réveille en disant et puis tout le monde est paniqué par le variant Omicron, c'est pas vraiment là. On sent que c'était un timing qui était finalement peut-être pas le bon. Et en même temps, dans le chaos absolu total des 3 derniers jours, avec des candidats qui apparaissent, qui disparaissent, une gauche qui explose, des Taubira autoproclamés, des émissions surréalistes, excusez-moi, parce qu'il faut le dire, quand j'entends M. Zemmour dire le temps de parole, quand je vois qu'il fait presque plus d'1 heure sur une chaîne C8 avec tous ses potes pour l'encenser, on est quand même dans un cirque qui est loin, à mon avis, des préoccupations des Français, qui sont... la lutte contre le Covid, qui sont à quelle sauce on va être mangé économiquement, qui sont des angoisses, j'allais dire, nettement moins... pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, inflation, travail, les enfants vaccinés, pas vaccinés, l'école au mois de janvier, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, il y a des choses importantes qui sont là, et quand on voit ce cirque, ça dit pas grand-chose de positif de la France d'aujourd'hui. Patricia, 4,2 millions de Français ont suivi l'interview. Donc ça, c'est pas un bon score pour TF1. 3,8 même que pour TF1, c'est moins que Koh-Lanta la veille, par exemple, pour dire. Donc ça veut bien dire que les Français, et on le voit en plus dans cette émission et dans ceux qui ont suivi, il y a, je crois, 34 ou 35% qui l'ont trouvé convaincant. Donc il est, pour la majorité des Français, il n'est même pas convaincu. Ils ne sont même pas convaincus. C'est plutôt un échec de cet exercice. Donc je pense qu'on a, une surmédiatisation aujourd'hui du président. Il a fait sa conférence de presse pour l'Europe juste avant. Il en a encore fait. Il est en déplacement perpétuel. On le suit partout. C'est vrai que c'est le président, mais on le suit trop. Et je crois qu'il y a une usure, effectivement, des téléspectateurs qui sont pris par une autre réalité qui est effectivement économique, même leur inquiétude, leurs angoisses, etc. Et que là, avec ce président pourtant, il a fait des annonces. Il a parlé de la retraite, par exemple. Là, ils auraient pu dire... mais je crois que ce qu'il voulait... Il a voulu contrer Zemmour et Pécresse. Ce qu'il voulait ce jour-là, c'était en finir avec son bilan et tout ce qu'on lui reproche. Il voulait montrer qu'il n'était plus l'arrogant qu'il était, etc. Il voulait clôturer ça avant la fin de l'année pour l'année prochaine passer à autre chose. Eh bien, cet exercice-là de clôture sur mes vilaines phrases, mon arrogance et tout ça, je pense que malheureusement, il ne l'a pas réussi. Jean-Christophe, un mot rapide et ensuite les dessins. D'abord, j'ai trouvé que le président a été un acteur remarquable, c'est-à-dire qu'il savait maîtriser, c'est ce qui m'a frappé, il a su maîtriser les passages où il était amené à davantage être sur le registre de l'émotion, revenir sur les moments où, oui, c'est vrai, il s'était trompé. Donc vous avez plus convaincu, Jean-Christophe. Il exprimait des choses et que son langage corporel était en adéquation. Et ça se travaille, c'est pas le fruit du hasard. Donc, chapeau l'artiste de ce point de vue-là. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on c'était un Macron qui était très différent de celui qu'a mentionné
Patricia, c'est-à-dire lors de la conférence de presse sur justement la présidence française de l'Union européenne, où là on avait un président qui était presque ivre de sa parole. Il y avait une forme d'hubris un petit peu dans la façon dont il jonglait avec tous les sujets et effectivement dans une posture un peu moi président de l'Europe. Et finalement, devant TF1, c'était un autre registre. Et il m'a semblé qu'il y avait vraiment l'objectif, face à un Zemmour, face à une Valérie Pécresse, qui va être obligée d'avoir un ton extrêmement dur, extrêmement ferme pour marquer son ancrage à droite. On a un président sortant et qui sera sans doute candidat, qui va sans doute chercher à être plus dans l'empathie et la proximité avec les Français. Je ne dis pas que c'est réussi, mais visiblement, c'est là-dessus qu'il va chercher à aller. Il était plus à gauche, effectivement, cet exercice. Un mot sur les dessins, Laure, pour terminer. Oui, mais on a un premier dessin du tandem français Plop et Cancre, une image très bien vue. Quelle casquette choisir? Président de la France, de l'Europe, candidat à la présidentielle, mais ça a été un peu tout à la fois, en somme. Un deuxième dessin du dessinateur français Mr. T, un peu plus rentre-dedans. J'ai beaucoup appris, a-t-il solennellement reconnu du haut de sa modestie pendant ce stage de fin d'année. On ne fait pas une leçon d'humilité à Jupiter quand même. En gros. Puis pour finir sur l'actu brûlante du jour, un petit dessin de Urbs. Une issue pour cette crise. Tu crois au vaccin Taubira, se demande ce lecteur. Mais voilà, Taubira qui envisage, on en parle à la mi-janvier, après les fêtes. Qui envisage de se présenter à l'élection présidentielle. Un mot, Ziad, juste une réaction sur justement cette candidature annoncée aujourd'hui de Christiane Taubira, à gauche. On en a au moins 10 autres pour sauver la gauche maintenant, c'est impressionnant. À quand les autres? À quand les autres? À quand les autres? À quand les autres, parce que vous en attendez d'autres. Ah ben non, on en attend d'autres maintenant. Bon, bref, elle ne va pas sauver la gauche alors. Non. Non, Ziad, bon, c'est mal parti. Merci beaucoup en tout cas, Ziad Lima. Merci Patricia Lémonière, grand reporter. Merci Jean-Christophe Ploquin. Merci à vous Laure Simouès de Cartooning for Peace. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24.